Alors, dans cette deuxième vidéo, sur les séries de Bertrand, toujours, on va traiter le dernier cas qu'on n'avait pas regardé, enfin la catégorie de cas qu'on n'a pas regardé dans la vidéo numéro 1, le cas où alpha égale 1 et bêta est un nombre strictement positif. Du coup, dans ce cas-là, un de alpha bêta, le terme général de la série qui nous intéresse, c'est 1 sur n fois ln de n à la puissance bêta, défini pour tout n plus grand que 2. Et du coup, les sommes partielles de cette série, c'est les Sn, la somme de k allant de 2, du coup, à n des uk de alpha bêta. Et la question à 100 000 $, c'est est-ce que Sn a une limite ou pas quand n tend vers plus l'infini. Et comme on avait déjà observé plusieurs fois pour les séries à terme général positif, comme c'est le cas ici, la suite des sommes partielles, du coup, est une suite croissante. Donc soit elle est majorée et dans ce cas elle converge, soit elle n'est pas majorée et dans ce cas-là elle ne converge pas. Dans cette dernière question, on a déjà vu plusieurs cas selon les valeurs de alpha et bêta où Sn convergeait ou divergeait. Dans ce dernier cas, on va comparer Sn à une intégrale, à l'intégrale de la fonction f de x égale 1 sur x ln de x à la puissance bêta. Pas ln de 3, ln de x à la puissance bêta. Pour tout x, du coup, supérieur ou égal à 2. Du coup, un de alpha bêta, enfin un de 1 bêta ici plutôt, un de 1 bêta est égal à f de n. Alors, pourquoi on va s'intéresser à la fonction f plutôt qu'à la suite un? Parce que les fonctions, on peut faire beaucoup plus de choses avec que les suites. On peut les dériver, on peut les primitiver, on peut calculer leur intégrale. Vous allez me dire, oui, mais ça m'aide pas. En fait, si, ça aide. C'est ce qu'on va voir maintenant. En comparant Sn, la suite des sommes partielles, à l'intégrale de f entre 2 et plus l'infini. Entre 2 et n, pardon, déjà dans un premier temps. Alors, tout d'abord, on va calculer cette intégrale. Toc, on calcule pour tout n supérieur ou égal à 2, l'intégrale de f entre 2 et n, et qu'on va appeler in. Donc c'est l'intégrale entre 2 et n de 1 sur t ln de t à la puissance bêta dt. Alors comment on va calculer ça? Là, il y a un truc à remarquer. Là. Le signe intégral le plus moche de l'histoire. 2 sur n, l'intégrale in, elle est égale à l'intégrale entre 2 et n de 1 sur t, d'une part, fois 1 sur ln de t à la puissance bêta, d'autre part. Ok, super, pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que 1 sur t, c'est la dérivée de ln de t. Du coup, en fait, mon intégrale, c'est l'intégrale entre 2 et n de 1 sur ln de t à la puissance bêta fois ln' de t dt. Et dans ce cas-là, on peut faire un changement de variable. On pose u égale ln de t. Dans ce cas-là, du, c'est ln' de t dt. Du sur dt, c'est ln' de t, du coup.
Et avec ce changement de variable, cette intégrale serait écrite l'intégrale entre, alors, quand t est égal à 2, u c'est ln de t vaut ln de 2, et quand t égale n, ln de t fait ln de n, donc ça c'est pour les bornes. 1 sur ln de t puissance bêta, du coup c'est 1 sur u puissance bêta, et on a dit ln' de t dt c'est du. Du coup on n'a plus qu'à trouver une primitive de 1 sur u puissance bêta. Alors là ça dépend du coup. Une primitive de 1 sur u puissance bêta, ça dépend si bêta égale 1 ou si bêta est différent de 1. Si bêta est différent de 1, on obtient u à la puissance bêta plus 1 moins bêta plus 1, pardon. Ok, je le réécris. C'est l'intégrale entre ln de 2 et ln de n de u à la puissance moins bêta du, et donc une primitive de u puissance moins bêta, c'est pas u puissance bêta plus 1 sur bêta plus 1, c'est u puissance moins bêta plus 1 sur moins bêta plus 1 entre ln de 2 et ln de n. Ça c'est si bêta est différent de 1, sinon clairement j'ai un petit souci au dénominateur ici. Et sinon c'est primitive de u puissance moins 1, donc de 1 sur u, et bien c'est ln de u. ln de 2 et ln de n. Ok, et du coup mon intégrale in, elle vaut soit ln de n à la puissance 1 moins bêta moins ln de 2 à la puissance 1 moins bêta, le tout sur 1 moins bêta, si bêta est différent de 1, et ln de n moins ln de 2 si bêta égale 1. Voilà, c'est un peu moche, mais c'est ça notre intégrale in. Alors du coup, on en déduit la limite quand n tend vers plus l'infini de in. Alors, on prend une nouvelle page pour faire ça. Donc, limite de in. Alors, si bêta est différent de 1, on a dit in égale ln de n à la puissance 1 moins bêta, moins ln de 2 à la puissance 1 moins bêta, le tout sur 1 moins bêta. Alors, il se passe quoi quand n tend vers plus l'infini? Ln de n, du coup, il tend vers plus l'infini, et il est à la puissance 1 moins bêta. Donc là, ça dépend. Si bêta est plus grand que 1, qu'est-ce que je raconte? Pardon, si bêta est plus petit que 1, du coup, 1 moins bêta, c'est positif. Donc ln de n à la puissance 1 moins bêta, ça tend vers plus l'infini. Et puis on soustrait ln de 2 à la puissance 1 moins bêta qui est une constante, et on divise par une constante qui est positive. Parce que du coup, si bêta est plus petit que 1, 1 moins bêta, c'est positif. Donc quand n tend vers l'infini, si bêta il est différent de 1 en étant strictement plus petit que 1, la limite, c'est plus l'infini. Maintenant, si bêta est supérieur strictement à 1, ln de n à la puissance 1 moins bêta, c'est du coup 1 moins bêta dans ce cas-là est une puissance négative,
Donc ln de n à la puissance 1 moins bêta, c'est ln de n qui tend vers plus l'infini, une puissance négative, donc tout ça tend vers 0, donc ça va tendre vers moins ln de 2 puissance 1 moins bêta sur 1 moins bêta. Dans ce cas-là, bêta est plus grand que 1, donc 1 moins bêta est négatif, donc une façon plus sympa d'écrire ça, c'est ln de 2 puissance 1 moins bêta sur bêta moins 1, si bêta est supérieur à 1. Et si bêta égale 1, là c'est plus simple, in du coup on a dit que c'était ln de ln de n moins ln de ln de 2, bah, quand n tend vers plus l'infini, ln de n tend vers plus l'infini, donc ln de n tend vers plus l'infini. Donc en fin de compte, si on met tout ensemble, la limite quand n tend vers plus l'infini de in, c'est plus l'infini si bêta égale 1 ou si bêta est plus petit que 1, donc si bêta est inférieur ou égal à 1. Et c'est ln de 2 puissance 1 moins bêta sur bêta moins 1 si bêta est strictement plus grand que 1. Et c'est notre dernier mot. C'est la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Alors, fantastique, mais pourquoi ça m'aide à étudier la série de termes générales un de alpha bêta? Alors, pourquoi ça m'aide? Parce que, du coup, commençons déjà, pour se faire une idée, par tracer la fonction f de x pour voir le rapport avec la suite un. Donc on a déjà dit la suite un c'est f de n. Donc en fait tout ce qu'on a fait c'est rajouter des f de x pour les x par entier. Hop là. Donc on commence à 2. En 2 la fonction elle vaut 1 demi de ln de 2 à la puissance bêta. Bon c'est une valeur qu'elle met donc quelque part par là. Et à partir de là, 1 sur x, ln de x à la puissance bêta, c'est une fonction décroissante qui tend vers 0. Un peu plus vite que 1 sur x. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, du coup, si je prends un entier k, k ici, là j'ai f de k, et f de k, on a dit que c'était, en fait, c'est uk de alpha bêta, uk de 1 bêta. Et si je vais un cran plus loin, je prends k plus 1, c'est un petit peu en dessous puisque la fonction est décroissante. Là, j'ai f de k plus 1 qui est égal à uk plus 1 de alpha bêta. Moi, ce que j'ai calculé, c'est l'air sous la courbe de cette fonction. Donc en particulier, ça, en rouge ici, ça c'est l'intégrale entre k et k plus 1 de f de t dt. Maintenant, d'un autre côté, cette aire-là, je peux la coincer, je peux l'encadrer avec deux rectangles. Le premier rectangle, c'est celui-ci. Sa hauteur, c'est uk plus 1, du coup. Et sa largeur, c'est 1. Donc l'aire hachurée en bleu, ici, c'est égal à uk plus 1 de alpha bêta. Et d'un autre côté, j'ai un rectangle un peu plus grand. Alors, il me faudrait une autre couleur. Toc. Mettons violet. Ce rectangle-là, ça
commence à être un peu moche mon dessin, mais allons-y. Ce rectangle-là, il est de hauteur UK et toujours de largeur 1, donc son aire c'est UK de alpha bêta. Ce que ça veut dire, c'est que l'intégrale de f entre k et k plus 1, elle est plus grande que UK plus 1 et elle est plus petite que UK. Et du coup, si je somme les UK, ça va être plus grand que la somme des intégrales entre k et k plus 1, et là je vais pouvoir utiliser la relation de Schall. Ça va me donner toute l'intégrale de la courbe entre 2 et n. Donc ça va être ça l'idée. Alors, écrivons ça proprement. Toc. Remarquons que f est positive décroissante. Sur l'intervalle 2 plus l'infini. Du coup, pour tout k plus grand que 2, comme celui-là, là, bah, fk plus 1 est plus petit que f de t, qui est plus petit que fk, pour tous les t qui sont entre k et k plus 1. Du coup, si je prends l'intégrale de f de t entre k et k plus 1, bah, c'est plus petit que l'intégrale entre k et k plus 1 de f de k. Sauf que f de k, c'est une constante, il n'y a pas de t dedans. Donc en fait, ça, c'est fk fois k plus 1 moins k. C'est le rectangle en violet ici. Donc c'est égal à f de k, qui est égal à uk de alpha bêta. Et de l'autre côté, bah, mon intégrale de f de t entre k et k plus 1, elle est du coup plus grande que l'intégrale de fk plus 1 dt. Sauf que f de k plus 1, bah, c'est une constante aussi, ça ne dépend pas de t. Donc ça me fait f de k plus 1 fois k plus 1 moins k. Ça nous fait f de k plus 1. Et la fonction f, on ne l'a pas choisie au pif. La fonction f, c'est celle telle que f de n, c'est égal à un de alpha bêta pour tout n. Donc ici, f de k plus 1, c'est égal à uk plus 1 de alpha bêta. C'est plus petit, on vient de dire, que l'intégrale entre k et k plus 1 de f de t dt, qui est lui-même plus petit que f de k, et f de k, on a dit que c'était uk de alpha bêta. Pour tout entier k supérieur ou égal à 2. Et maintenant, si je somme toutes ces inégalités, j'obtiens que la somme pour k allant de 2 à n des uk plus 1 de alpha bêta, c'est plus petit que la somme des intégrales k allant de 2 à n, qui est lui-même plus petit que la somme des uk de alpha bêta. Alors lui, c'est la somme partielle Sn de alpha bêta. Lui, c'est qui en fait? Bah, lui, c'est U3 de alpha bêta, plus U4 de alpha bêta, plus etc. plus UN plus 1 de alpha bêta. Donc c'est la somme pour k allant de 3 à n plus 1 des uk de alpha bêta. Et ça, c'est quasiment égal à Sn plus 1, sauf qu'il manque le terme en k égale 2. Et maintenant, ça, c'est qui? Bah, d'après la relation de Schall, en fait, on a l'intégrale de 2 à 3 de f de t dt, plus l'intégrale de 3 à 4
de f de t dt, plus l'intégrale de 4 à 5, etc., jusqu'à l'intégrale de n plus 1 de f de t dt. Donc par la relation de Schall, ça va nous donner l'intégrale de 2 à n plus 1 de f de t dt, celle qu'on a notée in plus 1. Donc là, ce qu'on a obtenu, à coup de relation de Schall, c'est que Sn plus 1 moins U2 de alpha bêta, donc moins 1 demi de F fois ln de 2 puissance bêta, 1 sur 2 ln de 2 puissance bêta, c'est plus petit que l'intégrale de 2 à n plus 1 de f de t dt, qui est plus petit que Sn de alpha bêta. Là, c'était Sn plus 1 de alpha bêta, évidemment. Ok, alors pourquoi ça m'aide ? Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, on avait dit si bêta est inférieur ou égal à 1, cette intégrale-là, elle tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Si bêta est inférieur ou égal à 1, on a Sn de alpha bêta qui est plus grand que in plus 1. Parce que, hop là, c'est lui là, in plus 1. Et on a dit, si bêta est inférieur ou égal à 1, in plus 1 tend vers plus l'infini. Bah, du coup, Sn de alpha bêta tend vers plus l'infini. Autrement dit, notre série de termes générales un de alpha bêta elle diverge dans ce cas-là. D'un autre côté, il se passe quoi si bêta est strictement plus grand que 1 ? Si bêta est strictement plus grand que 1, on a obtenu que Sn plus 1 de alpha bêta, c'est plus petit que l'intégrale de 2 à n de f de t dt, plus le terme pour n égale 2 que je remets ici. Et ça, c'est une fonction positive, donc si je fais tendre n vers plus l'infini, ça va être plus petit que l'intégrale de 2 à plus l'infini de f de t dt, donc la limite qu'on a obtenue tout à l'heure, plus toujours le terme en n égale 2, et on a calculé que dans ce cas-là, avec bêta plus grand que 1, l'intégrale entre 2 et plus l'infini de f de t dt dans ce cas-là, on a dit que c'était ln de 2 à la puissance 1 moins bêta sur bêta moins 1. Et là, du coup, on a rajouté 1 sur 2 ln de 2 à la puissance bêta. Du coup, ça c'est vrai quel que soit n supérieur ou égal à 2, et ça c'est une constante, ça ne dépend pas de n. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que Sn est majorée, la suite des sommes partielles est majorée, et comme elle est croissante, ça nous dit qu'elle est convergente. Dans R, du coup.
pas dans R bar. Elles convergent pour de vrai dans R. Alors on ne sait pas vers quoi, on a juste obtenu une majoration. Mais ce que ça nous dit, c'est que la suite des sommes partielles converge, et ça c'est la définition d'une série convergente. Donc dans ce cas-là, notre série de Bertrand, elle converge. Et là, ça y est, on a traité tous les cas. Donc si on résume tout, quand est-ce que ça converge une série de Bertrand? On a vu qu'il y a en gros deux cas où ça converge. Le cas où alpha était strictement plus grand que 1, et dans ce cas-là, bêta faisait ce qu'il voulait, ça n'empêchait pas la série de converger. Et le deuxième cas qu'on a obtenu, c'est celui-ci, quand alpha égale 1 et bêta, lui, est strictement plus grand que 1. Et c'est ainsi et seulement si, dans tous les autres cas, la série diverge. Et c'est notre conclusion finale sur les séries de Bertrand. Pour fêter ça, on va l'encadrer. Toc. Et c'est à peu près tout ce qu'on avait à raconter là-dessus. J'espère que c'était à peu près clair et je vous remercie de votre attention.